Soyez les bienvenus, ça y est, c'est les JO. Bah oui, on continue avec notre journal des Jeux Olympiques de Milano Cortina. Chaque soir, pendant cette quinzaine olympiade, on est avec vous pour décrypter ensemble les résultats, puis également aussi analyser, commenter. Vous pouvez également aussi poser vos questions en compagnie de Marc Garcia qu'on va retrouver comme tous les soirs en direct pour justement nous décrypter, puis aussi également aussi répondre à toutes vos questions durant cette émission, comme tous les soirs en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones. On va rejoindre donc Marc tout de suite du côté de Megève, où la neige est toujours là. Marc, bonsoir. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Oui, la neige ce matin, en sortant du chalet, il y avait à peu près 30 centimètres quand même, hein. Donc Ah, ça avait allégé toute pratiquement la journée, pendant la nuit. Oui, il y avait une bonne couche ce matin, à peu près à 1300, à 1340 mètres, quelque chose comme ça. ah oui, vous êtes bien haut quand même, hein. Vous êtes bien haut. Voilà. Bon, après, c'est sympa là, comme le paysage hein, quand on se lève le matin. Ah oui, bien sûr, quand on Mm. se réveille, on espère tous d'avoir de la bonne neige. En tout cas, aujourd'hui, c'était intéressant parce que comme il a neigé pratiquement pendant toute la nuit, il y avait beaucoup de pistes qui avaient été damées justement pendant la nuit, et ce matin sur les pistes qui étaient pas réellement damées, il y avait une petite couche de 10-15 centimètres, donc c'était intéressant de pouvoir justement de travailler la technique pour la poudreuse sans avoir besoin d'aller hors piste, puisque vous le savez, le danger absolu aujourd'hui, on est quasiment 5 sur 5. On voit que même les avalanches partent toutes seules à Oui. proximité de certains sites, et vous en avez cité quand même un bon nombre. Donc oui, aujourd'hui, c'était cool de pouvoir faire sur les pistes un peu de poudreuse. C'était sympa. Voilà, beaucoup de neige, justement, un hiver bien rude, hein, on peut dire, alors, en cet hiver. Alors, tous les soirs, on va quand même rappeler à nos téléspectateurs, nous sommes avec Marc Garcia pendant cette quinzaine olympiade. On analyse, bien entendu, les résultats. Et puis également aussi, vous pouvez donc lui poser toutes vos questions. N'hésitez pas à le faire hein, en télévision, sur vos tablettes et vos smartphones, sur Facebook, sur YouTube et Twitch. On pouvez donc poser vos questions. N'hésitez pas à vos claviers durant cette émission. C'est très important à vous le dire. Et puis également aussi, dans cette émission, Marc il va nous présenter quelques objets. On va pas en parler tout de suite. Vous allez voir, la technique, il y a quand même pas mal de techniques et pas mal de choses à apprendre également. On en parlera dans une poignée de secondes. Pour l'instant, on va quand même parler de cette journée olympiade, une belle après-midi que j'ai pu regarder tranquillement en préparant cette émission, et justement avec une belle médaille, une 16e médaille en biathlon, une nouvelle médaille d'or donc en biathlon avec Fabien, Claude et Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault donc entrent dans l'histoire et décrochent donc l'or olympique au terme donc d'une course irrespirable parce qu'il neigeait beaucoup en plus. Oui, oui, des conditions assez particulières. En plus de l'altitude, on est, je crois, là-bas à 1600 mètres, ce qui est, à mon avis, pas loin de la norme qui est demandée au niveau international pour faire des compétitions Mhm. de biathlon. Et là, vous avez vu, hein, irrespirable parce que après Fabien Claude, bon, on s'était dit que pratiquement tous, je pense, ça y est, les Français s'est pliés à plus de 50 secondes après avoir fait trois pioches, un tour de pénalité. Donc là, on s'était dit, bon, c'est plié. Emilien a sorti un truc complètement de fou. Emilien Mhm. Jacquelin. Il a remonté, comme vous l'avez vu, hein, 50 Oui. secondes. Mhm. Donc C'est impressionnant. il avait un matos exceptionnel, belle préparation, des skis bien fartés. Il faut encore une fois le signaler. Et puis surtout un mental à toute épreuve, parce qu'elle est faire enfin, c'était hallucinant, quoi. Et avec un suspense, vous avez vu comme moi, hein. On est revenu dans la course. Ensuite, avec Fillon-Maillet qui a stabilisé la chose et qui a aussi, il s'est bien battu avec les Norvégiens. Et puis l'apothéose avec Eric Perrault qui est arrivé à tenir en distance aussi les Norvégiens. Donc oui, la première médaille d'or dans ce format-là olympique, donc chez les hommes. Et Dieu seul sait qu'on avait quand même dans le passé des sacrés biathlètes. Ils sont toujours passés au travers, médaille d'argent, médaille de bronze. Et là, c'est la première fois dans l'histoire que les hommes puissent remporter cette médaille d'or par équipe. Ça, c'est exceptionnel. Voilà les hommes du jour. Et oui, une belle médaille cet après-midi, sont là tous les quatre.
sur cette photo la Fédération française de ski, hein, et voilà, ça nous fait donc une 16e médaille, hein, donc on a donc franchi bah, les 15 et c'est vraiment une belle satisfaction. Oui, oui, énorme satisfaction avec quand même, le nombre de médailles que les biathlètes ont remporté sur ces 16, c'est Mm. absolument exceptionnel. On s'y attendait, hein, globalement, mais là, chapeau, ouais, bravo, 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 comme vous, moi j'ai vraiment, la larme à l'œil à l'arrivée et puis surtout, avec un suspense totalement incroyable, quoi. Parce que même Éric Perrault, on l'a vu, il était complètement effondré à l'arrivée, hein. Et là, on pouvait plus. Il a Hein. vraiment il en pouvait plus, hein, le gars. Mais En plus, c'est ce et en qui fait justement plus, c'est ce qui fait le charme du biathlon. C'est ce qui fait ouais. vraiment le charme du biathlon. Mmh. Et vraiment un sport très, très, très dur, hein, le biathlon. Alors, on va justement toujours rester sur, les Français, hein, donc la France qui bat son record avec 16 médailles aux Jeux olympiques d'hiver après l'or sur le relais, masculin en biathlon et puis également, on va aussi, parler que la France qui bat son record, avec 16 médailles, 5 titres en or, 7 en argent et 4 en bronze quand même, hein. Oui, 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 on se repositionne bien. Bon, après, il y a l'armada, les grandes équipes, hein, comme la Norvège notamment. Et encore, toutes les épreuves ne sont pas passées. Mais nous, on a encore des belles chances, hein, on a encore des belles cartouches, hein. On a notamment le ski alpinisme, le ski randonnée qui va arriver avec Mmh. 2 grands favoris, le ski cross hommes et femmes, qui va avoir lieu aussi là, à côté de Livigno. Donc on a encore quelques belles cartouches, et notamment de réelles, chances de médaille, oui. Voilà, donc jusqu'à dimanche, hein, inclus quand même, hein, voilà. C'est quand même important de le donc tout n'est pas encore fini, on peut encore, en récolter, hein, pendant les prochains jours, Ouais, ouais, ouais. Non, non, oui, bien, on s'y attend, hein, on espère en tout cas. On s'y hein. on Voilà. On va donc suivre ça, hein, Marc. Voilà, on va donc suivre justement. On va parler aussi d'une news hein, qui a circulé aujourd'hui dans la presse, notamment avec le hockeyeur Pierre Grinon, exclu des Jeux pour violation de l'esprit olympique après une bagarre qui était quand même assez surprenante. On l'a pu voir à la télévision, également aussi sur les réseaux sociaux. Il s'est complètement emporté. Oui, en tout cas, il s'est pris la tête à jouer, il me semble, avec un Tchèque, de mémoire, si je me trompe pas. Ouais, tout à Oui, fait, bon, ouais. sachant que les Tchèques jouent sur le continent nord-américain, hein, qui est quand même, la NHL qui est quand même, le summum du hockey, mondial entre le Canada et les États-Unis. Et là-bas, c'est distribution de pain, de marron, les arbitres laissent faire, ça fait partie d'un spectacle. Aux Jeux olympiques, pas du tout. Et donc, je pense Mm, que les 2 athlètes, je pense qu'ils ont dû prendre un bon carton rouge parce mm, qu'effectivement, c'est pas dans l'esprit et au départ, tout le monde le savait, hein. mm. Donc, il y a pas de circonstances atténuantes quand, même si c'est provoqué, même si, vous avez toutes les raisons, mais il n'est pas question d'amener, ce genre de violence pendant les Jeux olympiques. Voilà, parce qu'on sait que sur les terrains hockey, ça fait un peu partie du spectacle, hein, des fois, hein, ils laissent faire, hein. Oui, 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 depuis c'est historique, les règlements de compte, distribution de tartes. Oui, mais bon, comme peut l'être aussi au rugby, hein. Oui, Mais, à un voilà. moment donné, il y a un esprit olympique et là-dessus, on est intransigeant, hein. Sur le rugby à 7, par exemple, qu'on a eu l'année dernière avec cette belle victoire française, vous avez vu qu'il y a eu aucun geste, Mmh. aucune distribution justement de marron parce que c'était bien spécifié dans l'esprit olympique et que les équipes pouvaient être carrément suspendues. Mmh. C'est vrai, voilà. Voilà. Donc ils étaient bien au courant, hein, les hockeyeurs, hein, donc par rapport à cette sanction, hein, et donc ils ont plus du donc ce hockeyeur qui ne peut plus du tout jouer pendant ces Jeux Olympiques jusqu'à la fin. On va continuer avec également notre tableau des médailles. On va regarder un petit peu notre tableau des médailles. La Norvège avec 30 médailles quand même, dont 13 en or, suivi de l'Italie quand même, le pays organisateur avec 24 médailles, dont 9 en or. Les États-Unis qui arrivent quand même troisième, hein, les États-Unis qui résistent avec 20 médailles, dont 6 en or. Et vous avez ensuite les Pays-Bas, l'Autriche également qui arrive cinquième et la France qui est remontée de la neuvième à la sixième place grâce, et oui, aux médailles d'or qui fait vite grimper le classement avec 5 médailles d'or. Donc pour la France, au total, 16 médailles
c'est quand même un beau classement pour la France pour le moment. C'est pas encore fini, hein. Oui, oui, c'est un bon bilan après un départ, ben, je dirais pas prudent, mais un départ, et puis progressivement suivant les épreuves, puis c'est passé pas loin non plus, hein, on a vu, hein. Le border cross, on a vu le ski alpin avec Nils Allègre, on a quand même vu pas mal de choses, les slalomers qui sont passés au travers. Enfin, il y a des épreuves où on était pas loin, on a fait pas mal de quatrième place aussi, patinage de vitesse. Donc, Mmh. évidemment que là, ça se joue souvent à très peu de choses, mais le bilan pour l'instant est satisfaisant, je pense. Voilà, sixième, voilà, pour la France à dater, hein, de cet après-midi grâce à la 16e médaille. Puis également là, la suite du classement avec le Canada 11e, 12e c'est l'Australie, 13e la Grande-Bretagne. Nous avons ensuite les Tchèques, hein, 14e, 15e la Slovénie, 16e la République. Et puis également la 17e le Brésil, égalité avec le Kazakhstan. Et puis la Chine 19e et 20e, c'est la Pologne. Et puis les tout derniers de ce classement à dater d'aujourd'hui, la Lettonie 21e, égalité avec la Nouvelle-Zélande. Vous avez la Géorgie qui est 23e, 24e la Finlande, 25e la Bulgarie, et puis dernier toujours la Belgique, hein, qui ne décolle pas avec seulement une médaille. Voilà donc pour ce classement donc de cette journée de ce mardi. Marc, on va continuer. Avant les questions, on va laisser les gens justement poser vos questions, hein. N'hésitez pas, hein, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas à poser vos questions. On répondra en direct à 19h27, hein, donc n'hésitez pas. On va parler de quelques objets que vous avez avec vous. C'est pas, ouais, enfin, pour nous, c'est pas nécessairement des objets, c'est des Oui. parties techniques. Alors, Ouais. on a eu le sujet, rappelez-vous, sur la préparation des skis, hein, notamment des semelles et des quarts, fait avec Cédric Arbadji. Ensuite, on a eu la chaussure de ski avec Brice Bottelier et le grand technicien Coupe du Monde féminine qui nous a expliqué comment étaient fabriquées, comment étaient les chaussures de ski et de quelle façon ils travaillaient. Et là, moi, ce soir, je vous en avais parlé l'autre jour. Mm, Vous avez parlé de ces petites plaques-là. D'accord? mm. Alors, on va parler plus. Est-ce que vous les voyez suffisamment bien? Oui? Très très Oui? bien, Ça va? oui. Oui, Bon. oui, très bien. En fait, on va parler de ce qu'il y a sur le ski, ce qu'on appelle les plaques, les lifters, euh, qui, euh, qui font un élément avec la fixation de ski. Alors, vous dites, habituellement, Johan, j'imagine, bon, moi, je vais dans un magasin de sport, euh, j'ai euh, j'ai des fixations dessus, mais chez les compétiteurs, c'est beaucoup plus précis. Comme je vous ai dit, c'est de la Formule 1. Et je vais essayer de vous faire une explication Mm. le plus rationnelle possible. Alors dites-nous un petit peu. Alors, je reprends au départ ici. Vous avez montré sur la chaussure de ski, ça part de la chaussure de ski. Vous avez ces fameuses plaques, donc qui sont sur la chaussure. Ça a pour incidence pour le boot fitter, ce qu'on appelle le boot fitter, la personne qui s'occupe des chaussures de ski, de pouvoir caler au niveau de la base de la semelle, en fait sous la semelle, de sortir, rentrer, sortir la chaussure vers l'extérieur, vers l'intérieur. Ces semelles-là, ils sont rajoutés, ces plaques-là, elles sont avant pardon, le bas de la chaussure, il est meulé. Ici, il le travaille sur l'avant de la chaussure pour avoir un respect de hauteur aussi au niveau de la chaussure de ski. Parce qu'aussi, il y a des normes internationales. Donc ça, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'utilisent les compétiteurs. Il y a des variantes en fonction de la discipline et puis de chaque athlète. Et là-dessus, ça s'abîme très vite, donc ça se change aussi. Et ils ont ce qu'ils appellent, je ne l'ai pas pris avec moi, qu'on appelle des 4 tracks. C'est des systèmes caoutchoutés qui viennent s'emboîter là-dedans pour vous permettre de marcher sans glisser, parce que ça, c'est très, très glissant, et surtout pour éviter d'abîmer le dessous de la semelle de la chaussure de ski. D'accord? Ça, je Mm, vous en avais parlé, mais c'était important. Alors, sur les skis, on vous parle des plaques. Alors, je vais essayer de vous en montrer une mm, ici. Voilà. Là, je vous montre, c'est les skis de course. Hein. C'est les skis de course de mon athlète japonaise. Ça, c'est une paire de skis de slalom. Donc, vous avez le ski qui est là, et puis vous avez une plaque dessus. Alors, vous avez deux types de plaques. Vous avez des plaques, ce qu'on appelle en plastique, mais aussi vous avez des plaques, je vais quand même vous montrer, qui sont aussi en forme. Vous la verrez peut-être là, ski japonais. Là, vous avez une plaque qui est 100% métallique. Vous la voyez, je pense. mm. D'accord? Cette plaque ici, très important cette plaque-là. Et puis après, vous avez effectivement les fixations qui viennent se poser dessus. Et c'est là sur lequel on travaille. C'est-à-dire que il y a une norme internationale, mon cher Johan, qui Mm. dit que
le dessous de la semelle, je vais repartir sur cette paire de ski qui est montée. Voilà. Le dessous de la semelle à ici l'endroit où vous venez poser votre fixation, votre chaussure de ski, pardon. D'accord? Vous la mettez comme ça. L'arrière est là. Ici, de là à cette partie-là, vous avez une norme qui est de 50 millimètres, pas plus. C'est-à-dire que si vous êtes beaucoup plus haut entre le dessous du ski et cette partie-là, vous êtes disqualifié. Hommes, femmes confondus. C'est un règlement D'accord. international. Et donc, on joue essentiellement sur des hauteurs-là qui vont entre la fabrication d'un ski. Là, on est sur un ski slalom féminin qui a une épaisseur, on va dire X. Et ensuite, vous avez une plaque qui est rajoutée ici, qui est semi-plastique, semi-métallique. Et vous avez ici cette fixation-là qui est posée sur, vous voyez ce petit lifter Oui, qui lui, ouais, ouais. celui-là fait 1 millimètre. Ensuite, on en a des 3 millimètres. Et en fait, on jongle avec le ski qu'on a, enfin, le ski qu'on choisit, c'est-à-dire un ski de slalom, un ski de géant, femmes et hommes, parce que chez les hommes, ils sont plus épais, pour arriver en ayant cette plaque qui est là, plus la fixation, et on joue avec ces fameux lifters pour essayer d'être le plus près possible, ou en tout cas le plus haut possible, euh, se rapprochant des 50 millimètres. En général, on s'accorde quand même une petite marge, hein. On est plus à 49,7, 49,5, et en fait, on joue avec ça en fonction de la qualité de la neige et en fonction de notre athlète, suivant le gabarit. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai mon mètre ici, je regarde, ben moi, ici, là, j'ai par exemple, j'ai 45 millimètres. Donc, j'ai encore une marge de 3-4 millimètres avec mon athlète pour dire est-ce qu'on l'utilise, on met plus haut, est-ce qu'on reste comme ça, est-ce qu'on monte un petit peu plus sur l'avant, on monte un peu plus l'avant du pied, est-ce qu'on reste stable avec l'arrière aussi, la fixation arrière. Vous voyez, on joue avec ces choses-là. Vous voyez ici, la fixation de mon athlète, j'ai la fixation qui est d'origine, et là, on a Mm, rajouté 2 épaisseurs, on a rajouté 2 millimètres. On s'est dit, bon, on va tester là-dessus, et après, mm, bah, en fait, on les monte, on les pose là-dessus, et on est parti là-dessus, et en fonction des tests qu'on en a sur le terrain, soit on décide de mettre plus haut, soit on dit, bah non, finalement, on enlève 2 millimètres, et ça, c'est des choix qui sont faits, encore une fois, entre le technicien et l'athlète, en fonction de la discipline que vous avez, et en fonction des qualités de neige aussi. mm. Voilà. Donc Ah là, bah, dis donc. Ouais. on est vraiment dans la Formule 1, là. Ah oui, là, c'est très technique, dis donc. Et justement, tous tous ces pièces, hein, qui vont, sur ces skis, ça améliore justement, la performance? Ah ben sinon il y aura aucune raison de la part des athlètes d'avoir d'avoir ce genre de matériel. Après, des fois c'est un peu la guerre, c'est un peu l'escalade Mmh. de ce genre de produit. L'un des grands spécialistes c'est le Norvégien Kristoffersen, hein, qui vraiment. Alors après, je vous rassure, avoir la sensation parfaite entre 1 millimètre ou pas 1 millimètre, ça reste discutable. Et ça, c'est une évidence, mais ça fait partie de ce qu'on travaille en fonction de comme on voit la technique de l'athlète, la sensation que l'on a en fonction des types de neige, d'accord, des Mmh. préparations de ski, et on joue avec avec tous ces paramètres. Mmh. C'est-à-dire que le technicien du ski, il ne se contente pas de préparer la semelle, d'affûter, de farter et compagnie. Il s'occupe aussi de tous ces, je dirais, ces détails. Voilà, là, on est sur une Mmh. 3 millimètres. Ces détails qui Mmh. sont très, très importants pour certains athlètes. Plus encore, c'est sur les plaques. Je vous ai montré ces fameuses plaques qui sont soit plastiques, soit métalliques. Il y avait la grande marque, l'une des marques qui était assez leader là-dessus, c'était Marker avec les fixations et les plaques. Maintenant, il y a d'autres groupes comme Ed et les groupes aussi Rossignol, Dynastar et qui sont avec Look, ont travaillé beaucoup sur ces plaques-là. Après, c'est vraiment un détail très très fin et qui a quand même son importance. Mmh. Non, mais surtout lors des grosses Mm. compétitions, hein, comme celle actuellement, là, les Jeux olympiques. Oui, mais c'est une constante qu'on a tout l'hiver, hein. Moi, mon athlète, elle est pas aux Jeux Olympiques, elle est pas sélectionnée. Vous savez, j'ai une paire de ski qui est là, elle, et on travaille avec, hein. Mmh. Et on essaie de voir qu'est-ce qui est le mieux en fonction de ses sensations, de quelle façon
on aborde les choses, le retour de l'athlète pour dire, ben voilà, on met ça, on met pas ça, on enlève ça. Alors des fois, on dit chez les jeunes que il faut être capable de skier avec tout au pied. Mais voilà ce qui se passe au plus haut niveau. On travaille aussi sur la fixation. Voilà, la fixation très, très importante. Alors combien a de ski un athlète en moyenne dans une compétition, que ce soit une coupe du monde ou même les JO? On va parler des grands athlètes évidemment. Hein, Ouais, les gros, ouais, les grands. on va parler d'Odermatt qui fait 3 disciplines, qui fait donc la descente, le super géant, le géant. Odermatt qui sont arrivés aux Jeux Olympiques pour la marque Stöckli, puisqu'il était avec la marque Stöckli au niveau des skis. Donnez un chiffre, Johan. Combien de pertes de Les skis, ski en ouais, moyenne? les skis d'entraînement, les skis d'entraînement, les skis de course en fonction des qualités de neige. Pour les 3 Ah oui. disciplines, il avait pratiquement 80 paires de skis dans le ski room. Ah, je pensais moi. Ah oui, quand même, c'est énorme. Alors, et justement, ils transportent tout ça quand ils vont dans les compétitions. Alors, c'est Ouais, une bah, grosse logistique quand même. ah, mais il y a une grosse logistique, oui. On parle du Tour de France en vélo avec les vélos, les différents cadres et différentes techniques de vélo. Mais en ski alpin, ouais, les gars, ils ont différentes côtes de ski. Donc lui, il en a toute une armada en fonction, vous imaginez. Donc vous divisez 80 ou 90 paires de ski par 3 disciplines, ça fait plus de 30 paires par discipline, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. Euh, donc après, moi j'aime bien parler parce que Fédé Brignone, qui est à mon avis l'athlète des Jeux Olympiques, parce que rappelez-vous il y a à peine 10 mois, il s'était complètement exposé le tibia péroné. Elle avait en géant, par exemple, elle avait deux côtes de ski, ce qu'on appelle des côtes ou des longueurs différentes. Elle, par exemple, elle avait un ski pour la compétition quand elle a gagné, par exemple, en géant. Elle avait un ski pour faire l'échauffement. Et puis ensuite, elle avait deux formats de ski. Et en fait, sur les 2 formats de ski, si elle décide de prendre, je dirais, le numéro 1, eh ben, il y en a un pour la première manche et un pour la deuxième manche. Même chose pour le Mm. numéro 2. C'est-à-dire que le Mm. technicien, là, on fait le calcul que globalement, elle avait 5 paires de ski. 5 paires Rien que pour le pour. géant. Pour la course. Alors, combien y a-t-il justement de techniciens avec eux qui les accompagnent? Ça varie des athlètes. Loïc Méard en a quand même quelques-uns, puisque vous avez vous avez le technicien ski qui s'occupe et c'est beaucoup de travail. Et puis après, vous avez le technicien de la chaussure. Mm. Vous avez les techniciens qui sont là. Après, c'est les budgets qui sont alloués et qui sont évidemment très importants pour ces athlètes-là, oui. Mm. Un très gros budget. Et puis également aussi, bah voilà, il les répare, il les bichonne, quoi, en fait. Il bichonne le matériel, hein. Ouais, le ski, dès que c'est fini, on les prend, ils sont essuyés, ils sont nettoyés, ils vont directement au ski room. On refait, les techniciens refont un bilan sur les qualités de neige qu'ils auront le lendemain. Ils préparent, justement, ils remettent ça. Ils disent, tiens, en fonction de ce qu'il a dit, bah, nous, demain, on a une piste un peu plus raide. Donc, moi, je mets une plaque de 3 millimètres parce que j'ai une tolérance possible, ou je mets une plaque d'1 millimètre. Ça, c'est toute une décision et c'est c'est ce que fait le technicien. Oui. Voilà, voilà, donc c'est ce qui voilà, très très intéressant parce que voilà, on sait pas trop, on regarde la télé en ce moment, il y a beaucoup d'épreuves et justement, je me posais la question de tout ce qu'il y avait l'autre côté du rideau, comme on dit, hein, l'envers du décor avec la préparation et puis qui est fait largement des semaines avant, hein. Oui, bah, c'est pendant tout l'hiver, hein. C'est-à-dire il y a les usines et les fabricants travaillent sur des nouveaux modèles. Donc ça sort tant de semaines après tant de semaines. L'athlète, soit il a le temps, soit il n'a pas le temps, en fonction des compétitions qu'il fait et du calendrier, de pouvoir en même temps s'entraîner et tester les produits. Et puis ça évolue constamment auprès de tous ces grands fabricants. Et le pilote, il est là et de temps en temps, on va dire qu'il a le temps et de temps en temps, il n'a pas le temps. Et Mm. puis on a aussi vite fait de se perdre, hein, pour être clair, hein. C'est-à-dire qu'après, Ah, Christopherson, il a, je sais pas combien de techniciens de ski avec lui, combien de techniciens de chaussures de ski, parce que ces mecs-là, ils ont entre 5 et 10 paires de chaussures de ski avec eux mm. aussi. Et justement, les JO en ce moment, est-ce qu'il y a
une préparation plus accentuée par rapport aux coupes du monde? Évidemment, évidemment. Alors en général, les marques de ski, toutes les marques de ski, puisqu'on parle essentiellement du ski, hein, ils travaillent, ils vont tester les neiges. Par exemple, là, c'est sur l'Italie. Donc les marques vont faire des tests de piste, vont faire des tests dans les courbes avec des testeurs, hein, des anciens coureurs de Coupe du Monde. Et c'est tout l'investissement qui est fait pour dire voilà, on aura peut-être aussi, vous savez, il y a des bilans qui sont faits pendant 1 ou 2 ans avant en disant bah tiens, par exemple, sur l'Italie, on a plutôt des neiges de telle température à telle température à telle température. On va dire aller de -8 à -15. C'est un exemple. Mmh. Hein. On a un Mmh. fort taux d'hygrométrie qui est plus de 50%, 60%. Et déjà, les années d'avant, chez les transformeurs, ceux qui transforment et qui fabriquent des semelles de ski, il est demandé au travers de chaque société, en fonction d'un budget, moi je voudrais un petit peu plus de carbone, je voudrais un peu plus des semelles un peu plus typées comme ça, un peu plus typées comme ça, un peu plus douces, un peu plus tendres, un peu plus dures. Et en fait, tout ça c'est testé pour se dire, bah, on va arriver aux Jeux Olympiques parce que globalement, seules les Mmh. médailles comptent. Mmh. Oui, c'est ça. On a bien vu ça pendant déjà, la semaine et demie, hein, qu'on a pu vivre, en ce moment. Justement, après, les JO, est-ce que le matériel est tout vérifié pour pouvoir continuer, dans les autres épreuves? Parce que ça s'arrête pas qu'aux JO, hein, pour eux, pour les athlètes, ça va continuer encore avec d'autres compétitions. Est-ce que justement tout le matériel est vraiment vérifié de A à Z, juste après les JO ou est-ce que voilà, on fait ça au fur et à mesure? Ah oui, de toute façon, ils sont constamment avec les techniciens. Le matériel ne quitte pas le technicien. C'est-à-dire que le Mmh. technicien qui s'occupe de Odermatt ou celui qui s'occupe de Clément Noël ou Roman Miradoli, par exemple, ben il a son armada ski avec lui. Ils ont pu peut-être tester des skis. Il y a les skis avec lesquels elle a couru et avec laquelle, par exemple, Roman avait fait sa magnifique médaille d'argent en Super G. Alors là, il y a un petit côté aussi sensation aussi de réussite. On se dit, bah celui-ci, on va le mettre de côté pour les prochaines Coupes du Monde, mais pas que. C'est-à-dire que les Mmh. skis sont toujours pliés sur le volet, sont toujours là, sont toujours analysés. Le ski, est-ce qu'il faut qu'il reparte comme on l'a vu l'autre jour dans le reportage de Cédric avec Cédric Arbadji? Est-ce qu'il repart là-dessus pour repréparer les skis en usine, ce qui est en général recommandé après les Jeux Olympiques? Tout dépend des qualités de neige qu'on a eues, tout dépend des conditions de neige qu'on a eues. Ou Mmh. si, par exemple, on a touché les cailloux, il y a des petits à-coups dessous. Ça, c'est le quotidien depuis le début de la saison et bien même avant, en amont, c'est-à-dire que Mmh. en préparation et lors des stages, c'est le quotidien d'un technicien et c'est le quotidien d'un athlète. Voilà, ouais, voilà. En plus, puis la tête également qui, bah, voilà, qui suit également, tous ces, qui suit justement ces performances de ces skis, hein, comment ils sont, élaborés. Ouais. Oui, alors après, certains euh, sont très, ils vont chercher l'information, ils cherchent. D'autres, bah, ils arrivent, on leur donne des skis, ils les testent, ils les Et ils les essayent. Ça prennent, s'arrête ouais. là. Après, on est tous différents, on a tous des options et des choix différents. Après, c'est chaque athlète qui prend des initiatives et des décisions. Mais pour tout ce que je viens de vous expliquer là, avec ce qu'on a vu sur la chaussure de ski, mais sur les skis, c'est ce qu'on appelle le fameux setup. Vous avez peut-être entendu parler lors des analyses Coupe du Monde avec les consultants. Ils disent, ah, bah, aujourd'hui, le setup a joué une importance capitale. Et ben, c'est tout ce que je vous ai expliqué sur les différents sujets. C'est ça ce qu'on appelle les setups. Et particulièrement le setup dont je vous ai parlé là, ce soir, avec la préparation d'un ski et ce qu'on rajoute dessus, avec les plaques, les lifters et les cales, c'est ça ce qu'on appelle les setups, avec les qualités de ski et les codes de ski. C'est des choix particuliers et qui sont bah, souvent, c'est comme en Formule 1, vous savez, on a Mmh. pris une gomme tendre, une Mmh. gomme de pneu un peu plus moyenne, un peu plus dure, un peu plus si, en fonction de la chaleur, en fonction du goudron, etc. Eh ben, on a exactement la même chose chez nous, chez les skieurs. Mmh. Ouais, voilà, c'est exactement le même déroulé, une préparation et puis, différents modèles de pneus pour la Formule 1. Bah, là, c'est des skis également avec, différents skis, différents qui sont, améliorés, changés, régulièrement. Alors combien de fois change, un skieur, chaque année de ski? Alors parce que les skis de l'année d'avant, je pense qu'ils s'en servent plus. Est-ce qu'il y a un Bon, renouvellement, important ou pas? bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Les skis, ils font pas une saison complète. Ça dépend des qualités de neige, hein. Si vous avez vraiment de la neige injectée tout l'hiver et que vous avez des neiges très glacées, les skis font pas long, hein. On dit ils font pas très très long. Quand les athlètes s'entraînent dans les dômes, dans les fameuses dômes, là, c'est en général des neiges injectées et très verglacées. Donc le ski, il y a une variabilité en fonction de les gens comme ils skient, mais ils changent énormément de ski. Et en tout cas, quand ils ont une bonne paire de ski, encore plus chez les descendeurs, qui, Ah, eux, l'essentiel, c'est d'avoir un ski qui va très vite et de trouver la paire de ski qui puisse aller très vite sur toutes les qualités et tous les types de neige. C'est très difficile. Et quand vous en avez une paire, là, celle-ci, vous la sortez que pour le jour J. ouais, voilà, vraiment le jour de la compétition, quoi. Vous la sortez pas avant. Ouais, pour une petite histoire, une petite anecdote, vous avez entendu parler évidemment de Luc Alphand, qui n'a pas fait que gagner le Paris-Dakar, mais aussi qui a gagné 2 fois le classement général de la Coupe du monde, qui a gagné la Coupe du monde de descente, la Coupe du monde de Super G en descente. Il avait une paire de skis qui était des avions de chasse et il a gardé il avait une paire de skis qu'il a pu garder pendant 2 hivers. Ah oui, quand même. C'est ouais, voilà. Il avait vraiment des alors justement les skis, les athlètes choisissent quand même leurs skis, qui vont, se servir le jour de la compétition ou est-ce que c'est un peu imposé par les techniciens, Pas du comment ça se tout, pas déroule? du tout. Le technicien, en tout cas la marque arrive et propose des nouvelles coques, des nouveaux skis, d'accord, que les gars essayent. Ensuite, il y a des choix, c'est-à-dire que plus vous êtes au sommet de la hiérarchie, plus vous avez un éventail différent de choix de skis. Et ensuite, parmi les tout meilleurs mondiaux, ensuite les marques disent, bah tiens, il y a par exemple la paire numéro 55-22 F, celle-ci, c'est celle qui sort vraiment à 90% devant toutes les autres, les nouvelles cotes, les cotes et des choses comme ça. Donc ça, c'est ce modèle-là qui vont utiliser un échelon en dessous, en Coupe d'Europe, et la même chose au niveau de la FISE. Parce que les jeunes, ils n'auront pas l'option de choisir différents longueurs et différents choix de ski et de cotes de ski, ce qui n'est pas le cas au niveau de la Coupe du Monde. Ah, voilà. Et puis, une autre question également qui me vient à l'esprit, hein, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, hein, ce soir. Une autre question également, quand il y a des nouveautés en ski, comment c'est choisi justement par rapport, quand il y a des nouvelles, sorties de ski, on veut des nouveautés, quoi? Parce que je pense qu'il doit y avoir des nouveautés quand même chaque année. Bien sûr. Voilà, vous avez des ingénieurs. Vous avez des ingénieurs dans chaque usine, avec des ordinateurs, avec des analyses de courbes, avec des retours sur les tests qui sont faits, parce que chaque équipe, chaque qu'on appelle société a sa propre équipe de test. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont spécifiques, des slalomeurs, des géantistes, des anciens, en l'occurrence, et vous avez pareil chez les descendeurs. Ce sont des gens qui testent des skis avec par rapport aux nouvelles structures, aux nouvelles. Tiens, on a dit, tiens là, on est passé sur évidemment les trois quarts ont des structures bois, faut être clair. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on empile en termes de carbone? Les fibres de carbone dessus, vous savez, des tissus qui sont soit dans le sens longitudinal, soit dans le sens en croisée, et donc là, ça se joue à quelques millimètres près, et vous pouvez avoir je dirais, un ski qui est long de 3 centimètres et avoir un gros écart de sensation. Ah ouais, d'accord. Puis, on va pas parler que du ski, on va parler également des chaussures. Comment Oui. sont choisies les chaussures pour les compétitions, comme par exemple pour les Jeux olympiques? Ah ben, en fait, il y a pas plus, je dirais, il y a pas plus pour les Jeux Olympiques que pour une Coupe du Monde. En Ouais. général, les gars, ils ont X paires de skis, on l'a vu au travers du reportage avec Gérard, mais aussi Brice Bottelier, c'est que vous avez ce qu'on appelle les parties basses de la coque. Ici, ça s'appelle le sabot, cette Mmh. partie-là. En fait, Ah la voilà, chaussure de ouais. ski, elle est complètement démontée, hein. Elle est complètement Mmh. démontée. C'est-à-dire qu'il travaille sur tous les plans. Ensuite, on dit qu'on a un pied plus ou moins étroit, plus ou moins large, donc on a ce qu'on appelle un sabot. Maintenant, dans les marques de ski, il y a des sabots de différentes largeurs, de différentes duretés. Même chose au niveau du collier. Le collier, c'est la partie haute ici. Et donc, c'est ce qui travaille avec le technicien chaussure, l'athlète, et qui teste avec des chronomètres ou pas pour dire, voilà, moi je me sens bien, tiens, j'ai un canting, c'est-à-dire que l'inclinaison du collier envers le haut, il est plus vers l'extérieur, moins vers
plus vers l'intérieur en fonction d'une certaine morphologie. Ensuite, il y a les duretés qui sont différentes aussi en fonction de la température que vous allez, parce que si vous avez une compétition à moins 25 degrés, je peux vous dire que le plastique devient ce qu'on appelle, nous, dans le jargon technique, du béton. Et si vous courez à des températures de plus 10, plus 15, bah, le plastique, il va se ramollir. Et donc, ils ont aussi des choix de dureté de plastique. Bien que aujourd'hui, on n'a pas trouvé les plastiques pour qu'ils ne subissent pas ces déformations de souplesse en fonction des températures choisies, des températures, pardon, de compétition. C'est-à-dire quand vous avez un -20, bah, ça devient comme ça, et quand vous avez plus 10, bah, ça devient du chewing-gum. Et on n'arrive pas, les gars n'arrivent pas à trouver non plus à pouvoir stabiliser ces phénomènes-là de variabilité sur ces plastiques-là. Ah, et en parlant de chaussures, justement, quand des fois on a pu voir dans les certaines compétitions, les skis, bah, Oui. le ski qui se décroche. Qu'est-ce que ça Mmh vient, mh. le pourquoi de ce Ah bah là, décrochage? c'est des normes de sécurité avec les fixations, c'est-à-dire qu'elles sont réglées, il y a des puissances et il y a des ressorts particuliers, et en fait, en fonction d'eux, bah, c'est serré, mais quand le type de terrain, vous avez vu où il y a énormément ce qu'on appelle des vaguelettes, où il y a des trous, bah, quand l'athlète est mal positionné, quand le ski commence à vibrer, bah, le rôle de la sécurité de la fixation, il joue, et là, d'un seul coup, bah, le gars perd un ski. On a vu, Mmh. Dominique Paris, par exemple, en super géant chez lui, qui perd un ski. Bon, voilà. Ça fait partie, ça fait partie du métier, où on a vu, par exemple, Lindsey Vonn, qui, elle, en se mettant sa grosse gamelle, les skis n'ont pas déchaussé. Ah, ils sont restés carrément, Ils sont restés au avec pied, ouais. ah ouais, donc d'accord. Ah donc en fait, la fixation joue beaucoup, justement à la sécurité également des athlètes, hein? Bien sûr, et en général, c'est le technicien qui s'occupe des skis, qui chausse l'athlète au départ, qui nettoie parfaitement le dessous de la chaussure de ski, les skis, et ensuite c'est chaussé. On vérifie si tout va bien en termes de ressort, en termes de puissance, en termes de pression aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un réglage pour justement amener une sécurité quand le ski travaille comme ça, bah, ça se déforme et la fixation joue un rôle de piston. Donc il faut qu'il y ait aussi une tolérance, et de temps en temps, bah, la tolérance elle passe au travers. Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu Mmh. un Suisse aux Jeux Olympiques de Lillehammer, Franz Heinzer, qui était le grand vainqueur de la Coupe du Monde, qui était le favori ultime, qui carrément ne passe même pas le portillon. Au moment où il prend son impulsion, fixation, qui s'arrache. Mmh. On a vu des choses quand même assez incroyables. Et justement pour l'athlète, ça doit être, déstabilisant, hein? Dès que ça arrive, on s'y Bien attend sûr. pas. Ah ben quand on enfourche chez un slalomeur, c'est toujours déstabilisant, mais quand vous perdez un ski comme ça, vous êtes encore plus en colère, oui, ça c'est sûr. Ouais, parce que dis donc, c'est c'est mauvaise journée pour eux, hein, quand ça arrive. Ça risque d'être assez, assez dur pour eux, hein. Voilà pour, cette série de questions, Marc, je n'ai pas de questions ce soir depuis, la télé, hein. Bon, bah, voilà, on n'a pas de questions, c'est dommage. Mais voilà, j'avais plein de questions justement qui étaient dans ma tête depuis quelques jours et j'en ai profité ce soir pour vous les poser, Marc, justement par rapport à votre explication, hein, justement sur, ces fixations qui sont très importants pour, euh, les athlètes, hein, que ce soit en JO, également aussi lors des Coupes du Monde. Oui, toute l'année, toute l'année. De toute façon, Toute c'est le l'année. quotidien d'un athlète, c'est le quotidien d'une équipe, c'est vraiment la partie très cachée de l'iceberg, c'est que c'est la logistique. Et ça a une Oui. incidence importante pour un résultat, Mm. évidemment. Voilà, voilà pour cette question sécurité. Marc, on va regarder quand même le calendrier de demain, hein. Là, ce soir, je l'ai, parce que hier, je ne l'avais pas. Ah, J'ai quand même la... Ah, oui, voilà. Hier, je me suis fait engueuler, j'ai pas fait le programme. Alors, demain, mercredi 18 février, ça sera du ski de fond sprint libre, l'équipe hommes et femmes à 9h05, à 14h05 et à 19h05. Voilà, on a tous les horaires dessus. Ensuite, non, pardon, le ski alpin, c'est à 10h jusqu'à 13h30. À 9h, c'est le curling, excusez-moi, j'ai loupé la ligne. Donc, le ski alpin, slalom femme et manche 1 et 2, c'est de 10h et à
13h30. Et ensuite, nous avons Ouais. du ski acrobatique, sauf donc en saut, pardon, femmes, finale 1 et 2, qui se déroulera à 11h30 précisément. Puis ensuite, on aura du hockey à partir de 12h, du snowboard suivi du snowboard durant la journée, du biathlon relais 4 fois 6 km à suivre Oui. également dans l'après-midi, du patinage, Pour les femmes. toujours magnifique, relais femmes, voilà, et du patinage vitesse, piste courte de 500 mètres hommes jusqu'à la finale quand même qui se déroulera demain. Et puis ensuite, le soir, du patinage vitesse piste courte cette fois-ci avec le relais 3000 mètres femmes. Voilà, donc encore une grosse journée demain. Il n'y en est que mercredi. On sait que les JO durent donc jusqu'à dimanche, Marc, hein. Encore des chances Oui, d'avoir des demain, donc, médailles. ouais, encore des chances, oui, en tout cas avec le biathlon, hein, pour ce relais féminin, ça c'est une certitude, parce qu'elles font vraiment partie des favorites. Hein, et je crois qu'elles ont pas perdu cet hiver là-dessus, donc elles sont grandes favorites. Et donc le ski alpin féminin, la dernière épreuve avec le slalom spécial, où on attend un peu nos Françaises. Donc il y aura Marion Chevrier, il y aura Marie Lamure, il y aura Kathleen Matfallen et je crois Dorian Escan qui avait couru de Géanty. Donc nos quatre flèches françaises. Et surtout, moi j'attends de voir Shiffrin parce que j'étais un Mm. peu déçu d'avoir Shiffrin sur le combiné par équipe, puisque Deji Johnson avait gagné la descente et on s'était dit, bah, Shiffrin, elle va partir dernière et Shiffrin, en slalom, elle a quasiment gagné tous les slaloms depuis le début de saison, si ce n'est peut-être un. Donc Shiffrin, elle domine la tête et les épaules le slalom et elle finit 15e. J'attends de voir demain comment psychologiquement euh, elle est et comment elle va pouvoir pratiquer son meilleur ski pour remporter encore une médaille olympique. Eh oui. À suivre demain. Voilà, donc Ouais. on en reparlera demain soir avec Parc. On fera le bilan de cette journée. On espère également avoir des 17, voire 18 médailles encore pour faire augmenter justement le nombre de médailles, hein. Donc on suivra ça demain. Donc voilà pour ce programme, hein, à suivre pour donc ces JO. Et dernière information quand même, un très gros événement. Je ne sais pas si vous allez peut-être y aller, Marc. Le grand retour, et oui, des athlètes qui se déroulera du côté de la halle olympique à Albertville en Savoie. Ça sera le 23 février, le retour donc de la délégation française et également aussi du drapeau olympique. Donc il sera de retour à une grosse fête qui est organisée à la halle olympique d'Albertville. Il y a un peu plus de 6000 places, hein, je crois, disponibles pour pouvoir assister à cet événement. On a vu grand à Albertville et on a l'habitude de faire les choses en grand à Albertville depuis les JO de 1992, hein, Marc, hein. Oui, bien sûr. Alors c'est prévu à quelle heure de la journée, vous le savez, non? Peut-être? Vers le milieu de l'après-midi, vers 17h, hein, d'après les. C'est de D'accord. 17h, puis ça se termine vers 22h, je pense, aux alentours jusqu'à 22h. Donc, une grosse journée. Donc, ça sera le lendemain. Donc, ça sera le lundi 23 février à Albertville, à l'Olympique. Voilà, donc, il y aura sûrement Alors, une personne de la place du village qui sera sur place. j'imagine, il faut que je lance l'invitation à notre cher Philippe de Paris, qu'on Voilà. puisse y aller tous les deux pour recueillir les sentiments de nos athlètes français qui étaient aux Jeux Olympiques, oui. Je pense qu'il faut qu'on y aille avec Philippe, avec grand Ah plaisir. bah, allez, voilà. Donc, Philippe, s'il nous regarde, le message est passé. Ça sera à suivre, hein, sûrement avec la place Village. Il y aura également aussi sûrement Alain Molo aussi qui sera Oui, sur place, hein, Alain qui est justement d'Albertville. Voilà, donc voilà, c'est une info pour ceux qui peut-être qui n'étaient pas au courant. Donc c'est nos confrères de l'Essor Savoyard qui en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et donc le retour de la délégation française et du drapeau olympique. Donc ça sera le 23 février à Albertville, à suivre avec la place du village. Et on sait que Marc y sera, ça, j'en suis sûr. ouais. Je ferai le maximum, oui. Ouais, ouais. Voilà. Voilà, donc Bon, c'est le 23 février. Voilà une belle info, hein, que voilà, Marc n'était pas au courant. Voilà, on est là pour vous informer, bon. Marc. Voilà.
Heureusement, heureusement. Voilà. Voilà pour donc cette info, hein, on suivra avec la place du village. Bah voilà, merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous ce soir pour ce journal des JO. Bien entendu, on continuera demain à suivre les JO avec la compétition qui se déroule encore demain, mercredi, puis encore des analyses et puis également aussi des réactions par rapport aux JO et peut-être des reportages. Vous m'avez dit peut-être d'avoir peut-être un petit reportage dans la semaine à suivre. Normalement, Ouais. j'essaie de travailler là-dessus. Mm. Donc bah, déjà là, je pense que ce qu'on a pu avoir avec, les explications sur les skis, les chaussures de ski et les fixations, là on a déjà bien maîtrisé, un certain nombre de choses. J'aurais j'aurais un petit truc secret à vous expliquer, mais ça, je peux pas vous en parler maintenant. D'accord, vous nous le direz plus tard. D'accord, pas de souci. La surprise du chef. D'accord. Bah, merci beaucoup Marc d'avoir été avec nous ce soir pour ce journal. Puis on se retrouve bah, demain, hein. Voilà, on continue encore pendant cette quinzaine olympique de vous retrouver chaque soir pour le journal des Jeux Olympiques. Merci beaucoup pour toutes vos réponses à mes questions ce soir, hein. Vous avez vu, je vous ai posé Ouais. plein de questions. Je m'étais un petit peu préparé, hein, voilà. Et puis également, merci beaucoup aussi pour vos réponses, puis toutes vos explications et vos analyses. Et on se retrouve dès demain. Merci Johan et j'avoue que je savais pas du tout qu'il allait y avoir les questions du Johan ce soir. Bah Je ne le voilà. savais pas. Bah voilà, et ben, vous voyez, il a tout répondu, tout expliqué en détail. Bah voilà, c'est ça, Marc, il est toujours là pour, et vous pouvez donc également lui poser vos questions dans le journal des JO de demain, mercredi. Merci, belle soirée à vous tous, à vous, pardon, Marc, du côté Oui, oui. de Megève. Voilà, et puis on se retrouve demain. Allez, à demain. Merci à tous. Bonsoir Johan. Allez. Bonne soirée, merci Marc, et à demain. Voilà pour ce journal des JO avec Marc Hercer qu'on retrouvera demain dans cette émission du 19h. Puis je vous rappelle que le journal des JO est à retrouver pendant cette période des Jeux Olympiques jusqu'à donc à la fin de de cette compétition. Et puis vous pouvez revoir cette émission, vous le savez, en replay dès demain sur toutes les plateformes de la place du village. Merci de nous avoir suivis.